Je te laisse la parole, Laurence. Ok, bonjour à tous, à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour partager un moment autour des neurosciences appliquées au management. Avant, je dois vous préciser que j'ai a priori quelques problèmes de connexion. On a fait un test tout à l'heure avec Florence et Alain, et par moments, ils m'entendaient mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma caméra pour privilégier la voix. Donc, je partagerai mon écran, vous aurez un visuel, mais vous ne le verrez pas. Je crois que c'est plus prudent pour la qualité de l'échange. Et donc, je vais passer immédiatement. Ah oui, autre chose, n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a effectivement un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin. En ce qui me concerne, ça va très très bien si vous m'interrompez à tout moment pour me poser une question, pour faire un commentaire ou partager une réflexion. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais partager mon écran. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat et je les relayerai à Laurence, si c'est mieux pour vous. Et merci de couper vos micros quand vous n'intervenez pas pour éviter les disruptions. Oui, alors effectivement, Khalil, si tu peux couper ton micro, voilà. Vous pouvez tous couper votre micro pour éviter ce genre d'interruption. Merci à vous. Alors, le neuromanager, pour moi, ça veut dire penser autrement et avoir une appréhension un peu plus ouverte de la réalité. Ça veut dire out of the box, comme vous voyez sur cette image. Alors, je vais me présenter succinctement. Florence vous l'a dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Neuromanager, dont le sous-titre est Manager et décider avec les neurosciences. Ce livre a pour ambition de rendre accessibles toutes les découvertes et les approches récentes qu'on a pu faire dans le large domaine des neurosciences et de proposer des outils pratico-pratiques pour s'emparer de ces méthodes, de ces approches ou de ces vérités, ces concepts. Le livre s'articule autour de deux dimensions. La première, elle est personnelle, elle est individuelle. Comment moi, je comprends mieux le fonctionnement de mon cerveau. Et une deuxième partie qui est plus collective, c'est-à-dire comment est-ce que j'agis avec mon environnement, comment est-ce que j'interagis avec les autres, et donc en posture de manager, comment je peux avoir un management plus efficace. En ce qui concerne mon profil, donc moi, j'ai deux compétences majeures qui sont le management. Je fais du conseil et j'enseigne, Florence vous l'a dit, j'enseigne le management par les neurosciences à l'université Jean Moulin. La stratégie, même chose, je fais du conseil et j'enseigne la stratégie, en particulier à l'EM, qui est l'école de management. Mes expertises sont très uniquement sur le neuromanagement, c'est la formation en approche neurocognitive, c'est aussi la détection du mensonge. C'est un terme marketing, mais plus précisément, il faut penser au principe d'alignement, c'est-à-dire être en capacité de détecter chez notre interlocuteur si ce qu'il dit est totalement aligné avec ce qu'il pense. On reviendra sur cette notion de dire, faire et penser. J'ai le plaisir d'être récemment certifiée en intelligence collective CODEV avec l'APN et j'ai également une certification en management appréciatif. En termes d'expérience, j'ai dirigé ma propre entreprise et j'ai dirigé d'autres entreprises aussi. Et je fais du conseil ou de l'accompagnement des dirigeants et des entreprises en stratégie et en management depuis quelques années maintenant, après avoir exercé au sein de ce qu'on appelle les Big Four, les grands cabinets internationaux à Paris. Je suis installée depuis quelques années en province, dans la Drôme, à Valence. Voilà pour ce qui est de mon profil. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un quiz pour effectivement pulvériser ou pas quelques idées reçues. Ce que je vous propose, c'est de vous poser des questions et si vous le voulez bien, vous répondez dans le chat, comme ça, Florence pourra nous faire un peu la synthèse des réponses que vous apportez. Vous avez déjà dû entendre dire que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Ah oui, alors là, je m'aperçois que j'ai mis les réponses avec les questions. Pardon. Donc, la première question, c'est est-ce que d'après vous, l'affirmation qui consiste à dire qu'on n'utilise qu'une seule partie de notre cerveau, qu'il s'agisse que 10 ou 20% de notre cerveau, est vraie? Vous pouvez répondre en ouvrant aussi votre micro, ça n'est pas un problème.
Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Oui. On a une majorité de oui. Ouais. Vous pensez tous qu'on n'utilise qu'une partie de notre cerveau? Alors pas tous, il y a quelques faux, mais majoritairement, on est sur le oui. Alors effectivement, c'est entre guillemets ce qu'on appelle une idée reçue et c'est quelque chose que moi j'ai entendu pendant des dizaines d'années avec le mythe derrière de régions du cerveau qui resteraient mystérieuses, inaccessibles dans notre vie courante, mais auxquelles on pourrait accéder dans certaines conditions. Et ben c'est totalement inventé. C'est totalement faux en fait. On utilise bien 100% des zones de notre cerveau. Il n'y a aucune zone qui, quel que soit le cerveau, ne soit pas utilisée. Tout est actif dans notre cerveau. Et si on vous mettait par exemple des électrodes pour mesurer votre activité cérébrale par IRMF, ici et maintenant, on verrait que certaines régions de votre cerveau sont plus actives que d'autres et que toutes les régions du cerveau fonctionnent et sont actives, pas dans 100% du temps, ça dépend de ce qu'on fait, mais globalement, nous utilisons bien entièrement notre cerveau. Ce qui modifie ce qu'on appelle le dynamisme cérébral, c'est effectivement ce qu'on appelle les connexions synaptiques, c'est-à-dire que notre façon d'utiliser notre cerveau, elle n'est pas liée, contrairement à ce qu'on a cru longtemps, au nombre de neurones qu'on aurait dans le cerveau, mais elle est liée principalement à ce qu'on appelle le dynamisme synaptique, c'est-à-dire les connexions synaptiques qui s'opèrent dans le cerveau. Voilà pour la première idée reçue. La deuxième idée, c'est que notre cerveau arrive à maturité à 18 ans à peu près, et que passé cet âge, il se passe plus grand-chose en termes de croissance neuronale ou de dynamisme cérébral. Est-ce que vous pensez effectivement que les choses sont à peu près jouées autour de 18 ans, à l'arrivée dans l'âge adulte? Complètement faux, non. Non, 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 faux. Alors là, c'est faux. Bravo. L'unanimité. Vous avez tout à fait raison. Même en majuscule. Mais c'est une idée reçue qui est parfois tenace. On sait aujourd'hui que notre cerveau, il évolue tout au long de notre vie. Ça n'est pas terminé à 18 ans. Ça n'est même en vérité jamais terminé parce que avec le principe de la plasticité cérébrale, notre cerveau se reconfigure et évolue tout au long de notre vie, à condition bien sûr d'avoir une activité intellectuelle et cérébrale, si ce n'est intense, au moins normale. Donc plus vous utilisez votre cerveau, plus votre cerveau est dynamique, est capable de se reconfigurer et évolue en permanence. Donc effectivement, on ne s'arrête pas de grandir d'un point de vue neuronal à 18 ans. Question suivante. Est-ce que vous pensez que la respiration peut avoir un impact sur nos émotions? Alors là, Oui. c'est un grand oui. C'est un grand oui et vous avez tout à fait raison. Effectivement, notre manière de respirer, mais c'est une idée à laquelle vous adhérez, tant mieux. C'est une idée qui peut paraître un peu curieuse, mais effectivement, notre manière de respirer a un impact très fort et direct sur nos émotions. En d'autres termes, si je suis très en colère et que je m'efforce de respirer profondément et lentement, je vais baisser mon niveau de colère, c'est-à-dire mon niveau de stress. Alors, d'un point de vue neurologique, comment ça se passe? On a les neurones du noyau parabrachial latéral qui font un lien entre l'émotion et la respiration. C'est une étude de l'Université de Californie. Et respirer lentement et profondément nous permet de lutter contre l'angoisse, mais aussi contre le stress, mais aussi contre la peur, mais aussi contre la colère. Donc effectivement, le lien est fort entre les deux. Est-ce que vous pensez que écouter de la musique avant de s'endormir optimise la qualité de votre sommeil? Oui? C'est Oui. partagé. On a du oui et du non. Ouais. Eh ben, alors. Ça dépend de la musique. En fait, non, quelle que soit la musique, quand bien même il s'agirait d'une musique très très douce,
écouter de la musique avant de s'endormir n'améliore pas la qualité de votre sommeil parce que ça provoque ce qu'on appelle un ver de l'oreille, c'est-à-dire une mélodie incessante, qui, d'après de récentes études, dégraderait 6 fois la qualité de votre sommeil, comparativement à un endormissement sans musique. Il faut Alors dire ça ça aussi, aux jeunes. Hein. il faut dire ça aux jeunes. Je pense qu'en plus, on a un peu tous expérimenté, on a tous écouté de la musique avant de s'endormir en pensant que ça aidait à l'endormissement. Ça peut aider à l'endormissement, mais ça détruit la qualité du sommeil. Pour un sommeil de qualité, il faut éviter d'écouter de la musique en s'endormant. Est-ce que vous pensez que de faire la liste de toutes les choses que vous avez à faire le lendemain améliore la qualité de votre sommeil? Alors, oui, 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 oui. oui, oui, oui. Eh ben oui. Vrai, oui et non. Non. Eh ben oui, la Ah, c'est réponse mitigé, hein, c'est c'est mitigé. Là, il y a du mitigé, non mais qui en arrive. fait, oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle vient juste après la question sur la musique, parce qu'on a le sentiment que les deux sont liés. Et en fait, faire la liste des actions à mener le lendemain permet de bien dormir, effectivement. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'évacuer des questions en suspens, des pensées qui peuvent être inquiétantes ou captivantes, et ça améliore la qualité du sommeil. Donc, si vous ne faites pas la liste des actions à mener le lendemain, avant de vous endormir ou en fin de journée, n'hésitez pas à avoir un papier, un crayon près de votre lit. Et si jamais vous vous réveillez la nuit et que vous pensez à tout ce que vous allez devoir faire le lendemain et que ça peut créer une certaine angoisse de l'oubli, n'hésitez pas à les noter directement, ça vous permettra de vous rendormir tout de suite. Je n'ai pas observé la mixité du groupe qui est réuni ce matin, mais j'ai vu qu'il y avait des femmes et des hommes. J'ai donc une question sur cette dualité homme-femme. Pensez-vous que les hommes soient plus intelligents que les femmes? La question est provocante, bien sûr. Ils vont pas oser répondre. Attention. Non, 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 bien sûr, non. non. Alors, On a un bien sûr, mais tous les autres. on dénoncera personne. Non, Et non, non, non. c'est une question intéressante parce que anatomiquement, il y a véritablement une différence entre le cerveau des hommes et des femmes, d'où l'intérêt de cette question. Ce qui se passe, c'est que en moyenne, et là c'est bien sûr dû à des normes qui sont en lien direct avec la forme, le corps lui-même, le cerveau des hommes est effectivement de taille en moyenne plus importante que celui des femmes. On pourrait donc en conclure que les hommes ont plus un cerveau plus gros, donc plus de neurones, qui sont plus intelligents. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, l'intelligence, elle n'est pas liée au nombre de neurones, elle est liée aux connexions synaptiques. Et d'après de récentes études, les connexions synaptiques sont plus dynamiques chez les femmes que chez les hommes. De là, on conclut qu'il y a véritablement une différence d'intelligence en moyenne ou a priori entre les hommes et les femmes. Je ne le crois pas une seule seconde, mais en tout cas, la taille du cerveau n'induit pas une corrélation directe avec l'intelligence. Sachez simplement que chez les femmes, la stimulation synaptique a été constatée comme étant plus importante. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Je ne sais pas. Et la dernière question que je ne vois pas, hop, ah oui. Est-ce que vous pensez Tu nous l'as affiché, que... donc on a la réponse. Ah, vous l'avez vu? Ouais. Ok. Donc, effectivement, les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes. Pourquoi? Parce que moins d'anxiété chez les optimistes, plus de résilience donc, plus de renforcement positif. Pour ceux qui ont vu un expert comme Pierre-Marie Ledoux, il a dû vous souligner l'importance de toutes les pratiques positives dans notre vie tous les jours, positives au sens où elles créent des émotions positives. Et tout ça, effectivement, est un socle important, voire fondamental, pour notre santé mentale et physique. Donc oui, les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes. Donc vous avez tout ce qu'il vous reste à faire. Merci pour votre participation à ce petit quiz qui nous permet de poser quelques fondamentaux et on va continuer. Donc aujourd'hui, on va étudier ensemble
2 thèmes. Le premier, c'est les fondamentaux du décryptage du cerveau. Et là, je reviendrai assez rapidement sur deux ou trois idées fortes. Et ensuite, on passera aux 5 forces du neuromanager, c'est-à-dire aux 5 dimensions qui, d'après moi, sont essentielles pour évoluer vers un management, on va dire, non pas plus neuronal ou neuroamical, mais tout au moins plus pertinent et plus adapté. Alors, en ce qui concerne les fondamentaux, Florence, dis-moi s'il y a des questions que je ne verrai Oui, pas. je te les relayerai s'il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est parfait, je te remercie. Donc, les fondamentaux. On va commencer par une notion. D'abord, quels sont véritablement ces concepts issus des sciences comportementales et qui nous semblent pertinents et adaptés à l'optimisation du management? La première, c'est les 2 vitesses du cerveau. On va en parler ensemble. C'est Daniel Kahneman qui a conceptualisé ce principe. Ensuite, c'est nos intelligences. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Vous connaissez sans doute le QI et le QE, le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Mais il y a aussi l'intelligence mimétique, qui est une autre façon d'appréhender une forme d'intelligence. Et il y a surtout ce qu'on appelle les intelligences multiples. Et ça, on en parlera ensemble ce matin. Le triangle infernal de Karpman, ou le triangle dramatique, qui est en fait le fondement de beaucoup de relations qui sont des relations non équilibrées, on l'abordera aussi aujourd'hui. Les biais et les croyances, la confiance, qui nous guide, la peur de l'échec, et nous on parlera plutôt de la réussite ensemble, le stress sous toutes ses formes, les conflits en lien avec le stress et l'assertivité, et ce qu'on appelle le nudge, qui est en lien direct avec les biais, et qui est une façon, si ce n'est de manipuler, en tout cas certains le pensent, mais en tout cas d'orienter les décisions ou les actions dans un sens qui est favorable à la personne manipulée ou influencée. Donc ça, c'est les principaux concepts issus des neurosciences qui sont pertinents en situation managériale. Ce qu'on verra ensemble ce matin, c'est principalement les vitesses du cerveau, je vous l'ai dit, nos intelligences, le triangle infernal dramatique de Karpman et la notion de confiance. Pour les autres, ils ne font pas partie du programme de cinéma. Alors, les 2 systèmes du cerveau. On a tous 2 systèmes, c'est-à-dire, moi j'appelle plutôt ça les vitesses dans le cerveau. Le premier, le système 1, il est instinctif, il est automatique, c'est-à-dire c'est celui qui nous permet de vivre, de prendre à peu près 95% des décisions qu'on prend chaque jour. Il nous permet de nous lever le matin, de savoir ce qu'on va faire quand on va se lever, qui nous permet de conduire. C'est lui qui fonde notre comportement. Il est donc très utile et même indispensable. Comme il est très rapide et très pratique, il est bien sûr inconscient. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière totalement inconsciente. Il est rapide, il fonctionne par association et c'est en quelque sorte le pilote automatique de l'avion, c'est-à-dire notre capacité à faire des choses sans en avoir conscience et sans avoir besoin de réfléchir. Vous aurez compris que son avantage, c'est qu'il nous permet de vivre et de prendre des décisions rapidement. Son inconvénient, c'est qu'il est basé sur ce que moi j'appelle notre base de données, c'est-à-dire tout ce que nous avons en magasin en termes d'histoire, de croyances, d'a priori, de carcans culturels, de réflexes. Autant dire qu'il fonctionne très très bien pour des décisions basiques. Il est beaucoup moins performant quand on est face à des situations nouvelles ou des situations complexes, puisque sa réponse du système 1, ça serait plutôt de nous amener à piocher dans sa base de données pour aller rechercher une solution qui ressemble à une situation déjà vécue et de l'appliquer à une situation qui est simple et complexe et nouvelle. Donc donner plutôt une mauvaise réponse en situation complexe. Et c'est là qu'on active ce qu'on appelle le système 2, qui est un système réflexif, qui va nous amener à considérer la situation sous tous ses angles, sous toutes ses dimensions. On l'active plutôt 5% du temps, 5% de nos décisions sont prises en système 2. Pourquoi? Il demande beaucoup d'efforts, il est consommateur d'énergie, il est nécessairement plus long, puisqu'il est basé sur l'analyse multidimensionnelle de la situation. Donc, on réfléchit à toutes les dimensions de la situation. Il est logique, donc il est moins
influencé ou basé sur des biais cognitifs. Et il est indécis dans le sens où, étant basé sur une réflexion approfondie, il n'émerge pas une solution a priori, il n'émerge pas une solution évidente. Il nous permet plutôt de prendre en compte toutes les dimensions de la situation. Donc, vous aurez compris, si on compare les deux, que le système 1 a l'avantage d'être rapide, impulsion automatique, qui nous permet de prendre toutes les décisions du quotidien, mais il génère nécessairement des erreurs. À la différence, le système 2, il est lent, il est conscient, c'est-à-dire qu'il nécessite des efforts et que nous allons réfléchir en toute conscience, il demande des efforts, mais il est totalement adapté à des situations complexes et il est fiable. Fiable dans la mesure où il nous amène à réfléchir à la situation et non pas à plaquer une solution toute faite. Est-ce que c'est bon pour ces deux vitesses du cerveau? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que je peux en poser une? Oui. J'ai lu le livre Système 1, Système 2, c'est certainement celui qui m'a le plus passionné dans ce monde-là du synapse, là, du cerveau. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment presque à 100% sur la réaction, d'autres qui sont beaucoup plus sur la réflexion? Et moi, je constate qu'il y a des personnes qui sont tout le temps dans la réaction et jamais dans la réflexion. C'est l'impression qu'ils me donnent. 5%, je ne me rappelle pas que c'était si faible, mais que penser des personnes qui sont pas trop à 100% sur la réflexion? Ouais, je sais que tu poses une bonne question, c'est-à-dire que dans un cas extrême comme dans l'autre, c'est inadapté. Quelqu'un qui est uniquement dans la réflexion instinctive, bien sûr, c'est inadapté aux situations complexes, et en même temps, ça renforce les chemins synaptiques de ce que j'appelle la réflexion courte, qui en fait n'est pas une réflexion, c'est-à-dire que plus on répond de manière instinctive ou automatique, plus notre cerveau a l'habitude de pratiquer ces raccourcis mentaux, et plus il va le faire. Donc c'est un problème parce qu'on s'enferme dans un raisonnement et dans un comportement qui exclut un peu le système 2. À l'inverse, comme tu dis, il y a des gens qui sont un peu trop souvent au système 2, qui vont avoir tendance à considérer que toutes les situations sont nouvelles et complexes et qu'elles nécessitent toute une réflexion approfondie. Et dans ce cas-là, il y a une espèce de paralysie qui se fait, c'est-à-dire que les gens passent leur temps à réfléchir au lieu d'agir et qu'ils ont beaucoup de mal avec la prise de décision. Parce que dans le système 2, il y a la réflexion et il y a la décision. Et la décision, elle implique de trancher. Si on est trop dans la réflexion, si on est trop dans l'analyse et que finalement on arrive à une analyse tellement poussée qui a autant d'avantages que d'inconvénients, de points positifs que de points négatifs, on devient incapable de prendre une décision. Et tu fais une transition très opportune avec l'idée suivante, qui est effectivement, en tant que décideur ou en tant que manager, on a tout intérêt à communiquer en système 1, c'est-à-dire d'être plus sur l'émotion, l'encouragement, d'être dans l'inspiration des gens. Et là, effectivement, on est plus dans l'instinct, on est moins dans la réflexion. On va impulser une énergie qui est, on dit communément que c'est une énergie qui vient des tripes. Donc là, on est plus sur l'émotionnel, donc l'instinctif. Et à l'opposé, un bon décideur ou un bon manager, lui, prendra ses décisions uniquement en système 2, c'est-à-dire en système réflectif, en prenant le temps d'analyser la situation. Une question, Laurence, de Sophie dans le chat qui demande si l'intuition ne fait pas aussi partie de la réflexion. Non. Alors, l'intuition, alors, j'ai répondu un peu vite. L'intuition, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on a l'impression que l'intuition, c'est uniquement de l'instinct. C'est-à-dire que c'est une action, une décision, ou plus souvent une impression, qui est issue de quelque chose d'assez nébuleux, d'assez mystérieux et d'assez caché. En vérité, l'intuition, elle est, dans certains cas, presque analytique. Ce qui se passe, c'est que nous allons, de manière inconsciente, et ça c'est vrai pour tout le monde, enregistrer dans une situation donnée un certain nombre d'informations de manière inconsciente. On est incapable de dire ce qu'on a remarqué, mais notre cerveau a enregistré un certain nombre d'informations, un regard, un geste, un bruit, qui vont se stocker dans notre mémoire
sans pour autant, encore une fois, être conscients. Ils ne sont pas accessibles à notre conscience. Et ces informations, captées de manière inconsciente, ressurgissent ou sont utilisées pour avoir une impression, pour engager une action ou pour prendre une décision. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Donc l'intuition, elle n'est pas, c'est pas quelque chose d'ésotérique ou de mystérieux, c'est l'enregistrement de certaines informations qui après nous amènent à prendre une décision qui peut sembler intuitive, donc instinctive, mais qui ne l'est pas tout à fait puisqu'elle est passée par le scan de l'enregistrement d'un certain nombre d'informations. Et là, quand je dis ça, on a l'impression qu'on est en pur système 1 puisque tout ça est inconscient. En vérité, notre capacité à capter des informations, même si c'est de manière inconsciente, elle est liée à notre capacité d'observation et donc à notre curiosité. Et la curiosité, elle est plutôt utilisée en système 2, c'est-à-dire c'est de l'attention, c'est de l'appétence pour la découverte de l'autre, des situations. Donc l'intuition, j'ai du mal à la situer en système 1 et système 2, ça ressemble à du système 1, mais il y a quelque chose d'assez rationnel et d'assez analytique dans l'intuition qui relève aussi du système 2. Est-ce que j'ai répondu à la question? Sophie, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Hein. Ouais, merci beaucoup. C'était bien. Je m'attendais un peu à ça. Ouais, c'est un peu entre les deux en fait. C'est pas purement de l'instinct. C'est-à-dire que en neurosciences, j'ai pas vu de conclusion vraiment tranchée sur la question de l'intuition. On balance toujours entre c'est totalement instinctif et en même temps il y a beaucoup de rationnel dans l'intuition. Donc voilà, c'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir une vérité déterminée. Il y a d'autres réactions, d'autres questions? Pas dans le chat en tout cas, Laurence. Eh bien, j'avance. Alors, le triangle infernal ou dramatique de Karpman, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très très utile dans nos interactions managériales, professionnelles, mais aussi personnelles, parce que c'est 3 rôles qu'on retrouve dans beaucoup de relations. Donc, dans ce triangle-là, nous avons une victime. C'est quelqu'un qui va se plaindre, en général s'apitoyer sur son sort, et se plaindre à autrui d'une situation dont elle est victime. Là entre en scène le sauveur ou le sauveteur qui, lui, va écouter la victime et va donc essayer de la sauver. Le troisième larron dans ce triangle infernal, c'est bien sûr le bourreau ou le persécuteur, c'est-à-dire la personne qui est désignée par la victime comme étant à l'origine de sa plainte ou de sa situation dramatique. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, c'est-à-dire avec une victime qui se plaint d'un bourreau et un sauveur qui essaie de sauver la victime, le problème, c'est qu'on tourne en rond et qu'on a un relatif ancrage des rôles. C'est-à-dire que la victime, elle continue à être victime et se plaindre. Le sauveur, il veut la sauver la situation, mais en essayant de la sauver, il l'encourage à se complaire dans cette situation de victime. Et enfin, le bourreau qui est désigné comme étant bourreau, lui, il est dans une situation dans laquelle il peut difficilement sortir tout seul. C'est un triptyque qu'on rencontre très souvent dans le travail et l'objectif en situation de management, c'est bien sûr de sortir de cette relation qui est toxique. Pour en sortir, on peut utiliser une approche qui s'appelle Empowerment Dynamic et qui consiste en fait à échanger les rôles. C'est-à-dire que nous allons arrêter de considérer que la victime est une victime, on va essayer de l'amener à se considérer comme étant créateur de la solution. On va inciter la victime à arrêter de se plaindre, mais à trouver elle-même la solution qui lui permet de se sortir de cette situation. Alors, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de changer le bourreau, il ne s'agit pas de tuer le bourreau ou le persécuteur, il s'agit de se changer soi-même, puisque vous le savez sans doute, on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi et surtout on peut changer son regard sur la situation. Donc là, c'est bien l'objectif, de changer son regard et d'aider la victime à se transformer en créateur de la solution qui lui convient. Dans cette mutation du triangle de Karpman, le sauveur, il devient un coach, c'est-à-dire que vraiment, il va jouer un rôle de coach auprès de la victime en lui disant quelle solution tu peux trouver pour sortir de cette situation,
comment est-ce que tu peux faire, et puis va l'aider aussi, bien sûr, à passer à l'acte et à l'action. Ceci étant dit, nous n'avons donc plus de bourreau ou persécuteur, et la personne qui est, on va dire, le révélateur d'une situation difficile est vécue finalement comme un challenger, c'est-à-dire quelqu'un qui va forcer le créateur à trouver des solutions et peut-être à grandir par rapport à certains comportements. Donc là, ça nous permet d'inverser complètement ce triangle dramatique et de passer d'un rôle passif à un rôle actif à la fois de renforcement de ses compétences et d'optimisation de son comportement. Est-ce que sur le Cartman, vous avez des questions, des réactions? Non, c'est limpide? Il n'y a rien dans le chat. Okay. Et je voulais revenir avec vous juste sur les situations de stress et le lien entre une vision étroite qui correspond plus à un système 1 et la vision élargie qui correspond plus à un système 2. L'idée, c'est de dire que quand on est en situation de stress intense, on a des émotions qui sont fortement négatives et on a une vision très rétrécie de la situation. Donc, quand on est en situation de stress, on est ce qu'on appelle en mode automatique, en système 1. C'est nos réflexes et nos comportements stéréotypés qui prennent le pouvoir. Donc ça, c'est le point de départ quand on est en situation de stress, voilà où on est dans la matrice. Et notre objectif, bien sûr, c'est de remonter vers des émotions qui soient plus négatives, qui soient positives dans le sens optimiste ou neutre, et surtout de passer d'une vision extrêmement étroite de la situation à une vision élargie. Et pour ça, cette matrice d'exfiltration va nous permettre de remonter en haut à droite notre matrice et de passer en mode adaptatif en système 2, c'est-à-dire de privilégier la prise de recul et la réflexion. Voilà ce qui se passe en situation de stress et voilà comment on passe du système 1 vers un système 2 qui nous permet d'avoir une vision élargie, d'activer notre réflexion et notre capacité analytique et s'éloigner des émotions fortement négatives. Alors, quand on dit ça, sur cette matrice, ça paraît simple, mais on est un peu dans l'IACA faucon, ce que j'aime pas particulièrement, j'aime bien quand les idées sont applicables. Le problème, c'est que pour passer dans cette matrice du bas vers le haut, la bonne méthode, elle est propre à chacun. On l'a évoqué tout à l'heure, la respiration, elle peut beaucoup aider à faire baisser le niveau de stress, à s'éloigner des émotions négatives et donc à réactiver notre capacité à élargir notre vision de la situation. Donc la respiration est une solution. Je ne sais pas si c'est la meilleure parce que tout ça est très individu-dépendant, mais c'est plutôt un bon outil. C'est un outil qui en plus est facile à mettre en œuvre. Pour d'autres, ce qui est vraiment profitable, c'est d'aller marcher dehors, d'aller faire du sport, d'aller se changer les idées. Il n'y a pas de recette miracle, c'est à chacun de trouver la bonne méthode ou le bon outil qui lui permet de sortir du système 1 et du bas de la matrice pour aller vers une prise de recul et une neutralisation des émotions. Des questions, des réflexions? Je continue. C'est ce qu'on appelle la matrice d'exfiltration. Et on va passer maintenant aux 5 forces du neuromanager. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu plus pratique sur finalement qu'est-ce qui caractérise dans le rôle de manager la capacité à utiliser les outils et les concepts des sciences comportementales et d'utiliser de manière profitable. La première et le centre de toute la logique, c'est d'avoir une vision. J'insisterai beaucoup sur ce point. C'est sans doute quelque chose qui est évident pour vous, mais sans objectif, sans idée ultime, nécessairement, on ne va nulle part, puisqu'on n'a pas défini le volume. Donc ça, c'est vraiment le préalable fondamental pour un manager, pour un décideur, mais j'ai envie de dire pour tout être humain. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est mon objectif pour mon équipe? Quelle est ma vision? Ensuite, ce que je considère comme étant un socle, et on verra ce que je vais dire, c'est la persévérance. C'est-à-dire que il y a peu de gens qui réussissent très bien tout de suite. Pour réussir, à mon avis, il faut échouer. En tout cas, beaucoup de gens qui ont réussi ont commencé par échouer, et certains le racontent plutôt bien. La clé de ce qu'on peut appeler la réussite, la réussite, c'est en aucun cas la réussite financière ou celle qui serait basée sur le pouvoir, c'est la réussite
c'est l'atteinte de notre objectif, donc de notre vision. Elle est éminemment personnelle. Et la persévérance est nécessaire. Deuxième dimension, le courage, et vous verrez ce que j'appelle le courage managérial et comment il se concrétise. Nous avons également la confiance en soi et en les autres, on dirait en quoi elle est fondatrice d'un management pertinent. Et enfin, la curiosité, avec l'écoute et l'analyse, et vous verrez pourquoi écouter est un vrai pouvoir et un pouvoir bien supérieur à celui de parler. Dans cette matrice, finalement, on a deux dimensions. La dimension collective, à la jonction de ces dimensions collectives, on a bien sûr la vision. La vision, notre visée ultime, elle est bien sûr intime, elle est définie par nous, pour nous, mais elle est fonction de notre environnement et elle est réalisée dans notre écosystème. C'est pour ça qu'elle a la dimension collective. La confiance en soi, elle est individuelle, la confiance en les autres, elle est collective. Et le courage, c'est quelque chose de plutôt intime, cette capacité à faire ou à dire des choses, mais elle porte aussi sur les autres. C'est en quoi elles sont, ces trois dimensions sont à la jonction entre la dimension collective et la dimension individuelle. La persévérance, elle est beaucoup plus individuelle. Et la curiosité, c'est la relation à l'autre. C'est la capacité à écouter, à analyser. Donc là, on est vraiment purement dans les dimensions collectives. J'espère que cette matrice ne vous paraît pas trop obscure. Je vais la détailler. On va commencer par les 5 forces. La première, c'est la vision, la visée ultime. C'est l'objectif que tout un chacun en se fixe et il est nécessaire pour agir avec pertinence. Si j'ai pas d'objectif, je me laisse porter comme une feuille de vent et je vais nulle part et il y a de chances que j'atterrisse pas du tout là où j'aurais aimé aller. La persévérance, c'est la capacité à rebondir, c'est la résilience. C'est vraiment l'idée que pour réussir, il faut faire de son mieux et de mieux en mieux. Le courage, c'est celui d'accepter les différences et d'en faire une force. C'est celui aussi de détecter les dysfonctionnements et de les résoudre sans attendre. À mon sens, le courage managérial, il porte aussi sur la capacité à agir quand des dysfonctionnements, même sous forme de signaux faibles, surviennent. La confiance, elle est pour moi fondatrice du passage à l'acte et donc de l'action, et elle nous permet aussi d'inspirer les autres à être meilleurs. On verra avec les filles Pygmalion, vous connaissez son nom. Et enfin, la curiosité, la capacité à écouter, à questionner et à construire une analyse ouverte, non pas fermée sur nos a priori et nos certitudes, mais ouverte sur la découverte et l'envie de comprendre. J'oppose l'envie de comprendre à la tendance à savoir. Si vous pensez savoir, vous n'écoutez pas, vous n'interrogez pas, vous ne vous ouvrez pas aux autres. Si vous avez envie de comprendre, à l'inverse, vous devez être dans l'écoute et l'observation. Donc voilà, de manière assez succincte pour les 5 forces. En parallèle, les 5 forces, on a 2 dimensions. La première, elle est individuelle. Vous l'évoquez, c'est la persévérance. La persévérance, c'est une réflexion constructive sur nos actes et leurs conséquences. C'est bien sûr le fait de se relever en cas d'échec, c'est cette envie d'aller plus loin, mais il y a aussi la notion de résilience et de pratique réflexive, on le verra ensemble. La dimension individuelle et collective qui couvre ces 5 forces sur les 3. La première, c'est la vision, je vous l'ai dit, c'est l'objectif que nous nous fixons. Il est bien sûr individuel, intime et personnel, mais il est fonction de notre environnement, du collectif dans lequel on s'inscrit. Et puis, il se construit et il se concrétise dans un environnement, dans un écosystème. Et en ça, il est éminemment collectif. Le courage, c'est une capacité personnelle, mais qui s'exerce sur les autres et avec les autres. La confiance en soi et en les autres, j'ai évoqué. Alors pour moi, c'est une qualité structurante parce que elle me permet de définir ce que je suis, la confiance que j'ai intimement en moi, mais aussi, au travers de ce que je suis, on verra que là, les deux sont très fortement corrélés, ce que je projette sur les autres. Ma capacité à donner ma confiance à l'autre, faire confiance à l'autre, et faire confiance à l'autre. C'est lui donner envie ou c'est lui donner la capacité de faire mieux et d'aller plus loin. Et enfin, la dimension collective, non, pardon,
la dimension collective, qui est la curiosité. Et là, la curiosité, c'est vraiment l'ouverture totale à l'autre et à notre environnement. C'est vraiment notre capacité à saisir notre environnement. Et la question que je pose, c'est sommes-nous vraiment curieux et le sommes-nous suffisamment? On va voir ça. Est-ce que, juste sur ce schéma, sur cette matrice, vous avez déjà des questions, des réflexions? Non? J'avance? Rien dans le chat, Laurence. Ok. Alors, on va commencer par la vision, considérant que vraiment, sur ces 5 forces du manager ou du décideur, c'est celles qui fondent le reste. Donc, ce que j'appelle vision, d'autres l'appellent la visée ultime, d'autres encore l'objectif ou le but. Quel que soit le vocabulaire qu'on met derrière, à mon sens, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est d'avoir un but, quelque chose qui guide notre action. C'est vrai pour sa vie personnelle, comme c'est vrai pour une entreprise, comme c'est vrai pour un projet. Et cette notion de visée ultime, elle se heurte un peu à la notion de déterminisme que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire cette idée que tout est défini à l'avance, qu'il y a un destin et qu'on est soumis à notre destin. Et si on pense ça, véritablement, il est inutile de se fixer un objectif ou une visée ultime puisqu'on considère que tout est joué d'avance. Alors, vous aurez compris que c'est très éloigné de mes propres convictions. À mon sens, construire son projet de vie est essentiel et poser cette idée de la vision, de la visée ultime nous permet de construire notre vie, de construire les différentes briques de notre vie dans cet élan et par rapport à cet élan. Alors, est-ce que vous connaissez la parabole du vase de cailloux? En d'autres termes, qui ne connaît pas? Il y en a qui ne connaissent pas, donc tu peux raconter. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, elle traîne depuis très très longtemps dans les récits. C'est presque un mythe, peut-être qu'elle est vraie. Il s'agit d'un professeur d'université qui arrive dans l'amphi et qui sort de sous le bureau un vase. Et dans ce vase, il va commencer à verser des gros cailloux. Puis il demande aux étudiants, jusqu'au bord. Et il demande aux étudiants si d'après eux, le vase est rempli. Les étudiants lui répondent, oui, le vase est rempli. Et là, il sort de son bureau un deuxième seau dans lequel il a mis des petits cailloux. Et il remplit donc dans les interstices vacants du vase des petits cailloux, ce qui lui permet de vider encore son seau de petits cailloux. Et donc là, il demande aux étudiants, finalement, vous êtes trompés, je pouvais encore mettre des choses dans le vase, parce que maintenant, après avoir mis des petits cailloux, je peux encore mettre quelque chose. Les étudiants lui répondent à nouveau, non, cette fois le vase est plein, vous ne pouvez pas en ajouter. Il sort de sous son bureau un seau de sable. Et il parvient donc à remplir de sable tous les interstices vacants du vase, donc entre les gros cailloux, les petits cailloux, et le sable va se glisser et remplir le vase. Il pose pour la 3e fois la question à ses étudiants qui lui disent que cette fois, véritablement, il n'y a plus de place. Et il sort une bouteille d'eau et il remplit le vase avec sa bouteille. Et il leur explique que la vie, c'est un peu comme ce vase de cailloux, de gros cailloux, de petits cailloux et de sable et d'eau. L'objectif, c'est de commencer à remplir le vase ou de remplir notre vie avec ce qu'on appelle les gros cailloux, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment essentielles pour nous. C'est la famille, c'est les amis, ça peut être la carrière, ça peut être l'enseignement, ça peut être la vie associative. Tout ce que vous considérez être comme vos essentiels dans la vie, c'est par ça qu'il faut remplir votre vie. Dans un second temps, vous pourrez y mettre les choses moins importantes, qui sont symbolisées par les petits cailloux. Ça peut être les amis, ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité artistique. Vous considérez que vous en avez envie et besoin, mais que c'est moins essentiel que vos revenus. En d'autres termes, si ces activités-là ou si ces petits cailloux disparaissent, ça n'est pas très grand, ça n'est pas très grave. Enfin, bien sûr, vous l'aurez compris, le sable, c'est encore les choses moins importantes dont on veut remplir sa vie, mais qui ne sont pas essentielles. Et pour finir, l'eau. Alors, je crois que dans l'histoire, initialement, c'était pas de l'eau, c'était de la bière, ce qui a permis
Ce qui a permis au professeur d'université de répondre à ses étudiants que la bière, c'était parce qu'il restait toujours un petit peu de temps pour aller boire une bière avec des copains. L'idée, c'est juste de dire attention à ne pas commencer à remplir le vase avec de la bière ou du sable ou des petits cailloux, mais de bien remplir votre vie avec des choses essentielles. Et on rejoint là l'idée de la vision et de la vision. La vision, c'est aussi l'alignement, c'est le fait d'être au plus près de soi. On n'a pas le temps d'aborder cette thématique dans le détail qui relève de l'assertivité aussi. C'est la cohérence entre ce que l'on est, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et là encore, on parle d'un triangle. La vision, c'est la mise en cohérence de notre vie avec notre objectif ultime. Et ça nous permet en quelque sorte d'avoir un guide pour être aligné entre ce que l'on fait et ce que l'on veut vraiment, et bien sûr ce que l'on pense. Donc pour moi, dans la vision, il y a aussi cette notion d'alignement. Et puis, en tant que manager, notre mission, c'est de guider les gens, guider une équipe. Et guider, c'est guider vers un but, c'est accompagner vers un objectif. Comment vous voulez guider les gens si le but n'est pas défini et si votre équipe ne sait pas où elle va, si elle n'a pas clairement un objectif défini. Et définir un objectif, ça a aussi pour vertu de surmonter les obstacles. Si vous savez où vous voulez aller, le but que vous voulez atteindre, il est plus facile, en cas de difficulté, de contourner l'obstacle, de trouver un autre chemin pour parvenir à son but. Alors que si vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez être totalement paralysé par un obstacle. Là, avec un objectif, avec un but, vous contournez et vous savez qu'il y a plusieurs chemins possibles pour arriver au but. Et surtout, le but pour une équipe en situation managériale, la vision, c'est la question centrale du sens. Il y a beaucoup d'études en ce moment sur les attentes des collaborateurs, sur l'évolution des besoins des salariés. Là, on avait relevé dans une étude de 2022 du cabinet CAPAM que la première exigence des salariés dorénavant, c'était le sens de l'action. Ils ont besoin de connaître le sens de leur action, le sens de l'action de l'entreprise. Vous savez sans doute qu'avec le pacte PME, les entreprises sont incitées à définir une vision, une mission, une raison d'être. Et vraiment, dans cette veine-là, on a une volonté forte des collaborateurs de donner du sens à leur action. Le fait d'avoir une vision, bien sûr, en cohérence totale avec cette idée. Et puis, j'y viendrai dans le cadre de la persévérance, mais il y a une étude très intéressante qui a été faite par Catherine Cox, qui est une étude sur les génies. Elle s'est attachée à l'évaluation du QI, du quotient intellectuel des 300 personnages qui sont de manière unanime considérés comme étant des génies. Et elle a isolé 3 caractéristiques fondamentales de ces génies qui n'ont absolument rien à voir avec leur QI, vous vous en doutez. Et une de ces caractéristiques, c'est la visée ultime. C'est-à-dire la conviction d'avoir un objectif pertinent et la persévérance dans cette direction. Donc là aussi, quand on étudie les gens qui, entre guillemets, ont réussi, pas tous les dans les 300 génies, il y a des gens qu'on ne connaît pas, il y a des gens qui ont réussi en termes de notoriété, en termes de pouvoir, en termes d'argent, mais ils sont considérés comme étant des génies, des esprits brillants, ou des référents. Et toutes ces personnes-là ont pour caractéristique commune la visée ultime, l'objectif. On va le voir de manière plus approfondie dans la force qui correspond à la persévérance. Voilà pour la vision. J'aime bien cette phrase de Sénèque qui dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». J'aime bien parce que je suis entièrement d'accord avec cette phrase et que n'oublions pas que sans objectif, on ne va nulle part. C'est-à-dire qu'il est très difficile de saisir des opportunités si on ne sait pas dans quelle direction on veut aller. Et ce qu'on considère parfois comme des opportunités sont des fausses bonnes idées, sont des opportunités qui finalement vont nous conduire dans une impasse parce qu'on n'a pas défini a priori quelles étaient les caractéristiques d'une opportunité pour nous, c'est-à-dire en quoi elle s'inscrivait,
de manière cohérente avec notre vision de l'outil. Ça renforce, à mon sens, cette idée de vision. Voilà pour la première des 5 forces. Pour moi, la vision ultime est centrale. La seconde, qui est éminemment individuelle, on l'a vu, c'est la persévérance. Et la persévérance, c'est plusieurs choses. Je reviens sur cette étude des génies qui a été réalisée par Catherine Cox. Et elle a donc isolé 3 piliers, 3 caractéristiques communes à toutes ces personnalités, à ces 300 personnalités. Et ces 3 caractéristiques, c'est la vision, la visée ultime, l'objectif. On l'a vu. Mais c'est aussi la persévérance, et associé à la persévérance, la volonté de progression personnelle, ce qu'on appelle aussi la pratique réflexive. Et pour moi, tout ça, c'est bien la même idée que la persévérance. Alors, comment ça se passe? L'idée, c'est qu'au départ, donc, notre inné correspond à des prédispositions. Que ces prédispositions ne sont rien si on ne travaille pas sur ces prédispositions, si on ne fait aucun effort. À partir du moment où on consent des efforts pour développer nos prédispositions, on acquiert ce qu'on appelle des compétences. Plus on travaille ces compétences, plus on va vers la réussite. Mais cette réussite, elle n'est atteignable que si on est en capacité d'adopter ce qu'on appelle la pratique réflexive. La pratique réflexive, c'est quoi? C'est de se dire, à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, pourquoi je l'ai réussi? Quels sont véritablement les atouts qui m'ont permis de réussir? Et quand j'ai pas réussi, qu'est-ce qui m'a empêché de réussir? Qu'est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois pour réussir? Cette pratique réflexive, c'est une espèce d'auto-feedback qui consiste à observer ce qu'on fait et à voir ce qu'on doit modifier dans ce qu'on fait pour réussir mieux la prochaine fois. Vous connaissez peut-être la phrase de Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Là, on est vraiment... Alors, Churchill fait partie des 300 personnages étudiés par Catherine Cox. C'est vraiment cette espèce de naïveté ou cet optimisme qui consiste à dire si j'échoue, je vais apprendre des choses. Vous connaissez la phrase de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est vraiment cette idée qu'il faut apprendre de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on fait mal. C'est pas un échec, c'est une opportunité pour apprendre. Et enfin, l'arrivée, c'est-à-dire le succès, il parvient à la fin du chemin. Ça devient des acquis quand nos compétences ont été transformées en réussite à force d'efforts et de travail. Donc l'idée ici, c'est que la persévérance, c'est bien sûr ne pas s'effondrer en cas d'échec, c'est travailler et retravailler, mais c'est aussi retravailler en s'améliorant à chaque fois, en essayant de comprendre ce qu'on a fait de manière imparfaite et comment le faire mieux. C'est pas du tout de l'autoflagellation, c'est vraiment une réflexion analytique la plus objective possible sur nos forces et nos faiblesses. Et là, on parle plutôt de nos échecs et de nos faiblesses. Il va sans dire que la persévérance, elle inclut une conscience aiguë de nos atouts et de nos forces. On est bon quand on a identifié où sont nos forces. On n'est pas bon uniquement quand on a identifié là où est nos faiblesses. Et la réussite, c'est aussi être capable de développer ses atouts et ses forces. Même si parallèlement, il s'agit aussi de pallier à ces faiblesses. Voilà pour la deuxième dimension. Troisième dimension, le courage. Alors, le courage, vous l'avez vu, hein, on l'a vu, c'est à la fois individuel et collectif. Le courage, d'abord, c'est celui, en tant que manager, d'accepter les différences et de transformer ces différences en force. Et là, j'ai voulu zoomer, mais c'est pas du tout le seul aspect du courage individuel dans cette dimension individuelle. J'ai choisi d'axer la présentation de ce matin qui se devait d'être courte sur la reconnaissance de l'altérité intellectuelle, c'est nos différentes formes d'intelligence, parce que ça me semble essentiel. En tant que manager, on a à travailler avec des gens qui ne nous ressemblent pas, on a à travailler avec des gens que parfois on ne comprend pas. Et accepter ces différences et les transformer en force, c'est identifier chez nos interlocuteurs, alors c'est des gens qui sont dans notre équipe ou en dehors de notre équipe, c'est être capable d'identifier
à quoi ils roulent, c'est-à-dire quelle est leur forme d'intelligence privilégiée, et d'adapter nos interactions avec eux à ces formes d'intelligence privilégiée. En d'autres termes, quelqu'un qui a une intelligence corporelle très développée, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de mouvement, qui sera dans un vocabulaire de l'action, très souvent dans un prisme sportif ou de compétition, ou de challenge, ou de dépassement. Ça ne sert à rien de lui parler uniquement des chiffres. Si vous voulez communiquer avec lui, si vous voulez obtenir le meilleur de cet individu, vous avez tout intérêt à lui présenter un projet sous la forme qui va lui parler et qui va le stimuler, c'est-à-dire sous la forme d'un challenge, sous la forme d'un défi, avec des passages à l'action, avec des jalons, tout un vocabulaire et toute une vision du projet qui va lui parler et qui va surtout l'inspirer. Donc là, on est sur les intelligences multiples de Howard Gardner, qui est un neuropsychiatre qui a conceptualisé les différentes formes d'intelligence pour nous montrer à quel point nous étions, de par notre éducation, enfermés dans un modèle d'intelligence extrêmement restreint. C'est-à-dire qu'à l'école, on privilégie, on enseigne et on évalue et on stimule quasiment uniquement l'intelligence linguistique et l'intelligence logique. En d'autres termes, les maths et le français. Alors ça a un peu évolué depuis quelques années, mais pour autant, essentiellement nos enfants, on leur apprend à développer la logique, à apprendre les mathématiques, à apprendre le français, ce qui est très bien. L'idée, c'est pas du tout de dire qu'il faut supprimer ces deux formes de stimulation, mais n'oublions pas qu'il existe bien d'autres formes d'intelligence et que si on les sous-estime et qu'on oublie de les développer, on va amputer un grand nombre de personnes de leurs forces et de leurs atouts. Quelqu'un qui a une intelligence musicale très développée, si on lui dit t'es un imbécile, il faut faire des maths et être bon en maths, c'est quelqu'un qui peut en tout cas complètement enfouir cette capacité, cette forme d'intelligence qui lui est innée et donc pas du tout la développer et peut-être être malheureux toute sa vie. Donc, accepter les différences, une des façons de les accepter, c'est d'identifier ces intelligences multiples et d'adapter nos pratiques managériales à ces différentes formes d'intelligence. Mais ça peut passer aussi, et je sais que beaucoup l'utilisent, ça peut passer par les tests de personnalité avec des profils comportementaux, des profils de personnalité, vous devez tous connaître, Process-Com, MBTI, etc. Des outils de tests de personnalité qui ont leurs limites, hein, puisqu'ils sont déclaratifs, mais qui ont pour vertu de faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas une seule bonne manière de fonctionner et que les appétences comportementales du comptable ne sont par essence pas les mêmes que celles du commercial, d'où des difficultés parfois à s'entendre ou à travailler ensemble, mais qu'une fois qu'on en a conscience, on peut s'adapter à l'autre, comprendre en quoi la personnalité ou le comportement de nos interlocuteurs sont liés à son essence même, et on peut ainsi s'adapter en termes d'interaction aux différentes personnalités. Donc, des personnalités, c'est virtuel. Je ne peux pas plus développer la notion de courage, mais en tout cas, pour moi, accepter les différences et être capable de les transformer en force managériale, c'est déjà une première forme de courage. Vous connaissez peut-être ce proverbe de Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il passera sa vie à penser que c'est un imbécile. » Donc, quand c'est Einstein qui le dit, on l'accepte plus aisément. Et c'est l'idée que, oui, on a tous des formes d'intelligence différentes et ne croyons pas qu'il y a une intelligence supérieure unique et que les autres sont... L'encourage a donc cet aspect individuel, mais il y a aussi un aspect collectif qui permet de détecter les dysfonctionnements et de les affronter. Ce courage, pour moi, il consiste donc à faire l'effort d'avoir une analyse objective des situations et quand il y a un dysfonctionnement, ce dysfonctionnement pouvant être lié à nos pratiques managériales, hein, le dysfonctionnement, c'est pas toujours celle chez les autres, quand il y a dysfonctionnement, être capable de l'identifier et de le résoudre. Alors, le préalable, c'est que la zone de jeu et la zone de hors-jeu soient définies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on puisse identifier un dysfonctionnement, il faut que des règles soient posées. Il faut savoir quelles sont les règles acceptables et celles qui ne le sont pas.
Je crois qu'il y a une question. L'intelligence existentielle. Alors, Christine, j'ai pas prévu de l'aborder ce matin, l'intelligence existentielle. J'aurais quelques difficultés à vous répondre parce qu'au milieu de l'intelligence émotionnelle développée par Goldman, l'intelligence existentielle qui est plus centrée sur effectivement l'essence de l'être, que vous trouvez au travers de certains outils, c'est un sujet que je vais moins aborder ce matin, Christine, si tu veux bien. Et peut-être je pourrais te répondre, parce que l'heure tourne, peut-être je pourrais te répondre après. Ça te va? Merci. Donc, sur l'aspect, la dimension collective du courage, poser les bases, parce qu'en tant que manager, avoir le courage de détecter des dysfonctionnements et les résoudre, c'est bien, mais pour autant, il faut avoir défini ce qu'est un dysfonctionnement. Pour définir ce qu'est un dysfonctionnement, il faut avoir posé les règles. Ça, c'est pas toujours quelque chose qu'on pense à faire, surtout quand on est dans le flux quotidien du management. Pensez à définir ce que vous attendez, ce qui pour vous est dans la zone de jeu et ce qui pour vous est dans la zone hors jeu. Je sais pas si vous avez eu, il y a un expert qui parle de dur, sûr et non flou. L'idée, c'est que pour avoir un management qui soit juste, il faut que les règles soient définies et connues de tous. Donc, une fois ce préalable posé, on passe par la détection, puis par la gestion. La détection, c'est l'analyse méta de la situation. Comment est-ce que je me regarde le nombril? Ben, c'est pas simple. Passer par le rapport d'étonnement du collaborateur, donc ça c'est très facile à l'embauche, mais ça peut être fait aussi à tout moment de l'année, vous pouvez demander, vous pouvez faire vous-même, et vous pouvez demander autour de vous, dans votre équipe, en dehors de votre équipe, parfois à vos partenaires, à vos clients, à vos fournisseurs, un rapport d'étonnement sur ce qui les surprend dans votre fonctionnement. Ça peut être une façon de détecter, si ce n'est des dysfonctionnements, au moins des actes d'optimisation. Pour opérer une prise de recul, l'idée c'est de changer de position. Je n'ai pas non plus le temps de développer cette idée, mais vous connaissez peut-être cette notion de référent, où on essaie de voir une situation soit dans le jeu des chapeaux de Bono avec d'autres angles, l'angle hyper pessimiste, l'angle hyper optimiste, ou bien l'avocat du diable, ou bien comment est-ce que votre boulangère appréhenderait la situation. Voilà, on essaie de changer de lunettes ou de changer de position pour avoir une vision alternative de la situation. Bien sûr que l'intelligence collective et tous les outils de vision à 360 sont pertinents pour détecter les dysfonctionnements et pour avoir le courage de les mettre à jour et de les résoudre, mais il y a aussi des outils comme le feedback constructif qui ressemble à la vision 360 où vous allez demander à vos collaborateurs, mais aussi à des gens autour de vous, dans votre écosystème, de vous faire un feedback constructif sur ce qui est chouette, ce qui est moins chouette, et ce que vous pourriez faire autrement. Et enfin, une fois que ces points sont détectés, avoir le courage agir en co-construction des solutions. À mon sens, un décideur et un manager, il n'a pas toujours intérêt à le dire seul. Peut-être que les décisions sont plus souvent solitaires, mais en tout cas, l'analyse, elle peut être, ou la doit être collective, et la co-construction des solutions aussi. Quand on est face à un dysfonctionnement du style échec, pensez à bien respecter la courbe du deuil. On ne fait pas le deuil tous à la même vitesse. Et on constate que dans certaines situations d'échec ou de dysfonctionnement, si on passe trop rapidement à la solution, si on passe trop rapidement à la co-construction sans avoir vérifié que tous les membres de l'équipe sont bien dans la phase de reconstruction post-deuil, et ben on loupe quelque chose et on a le sentiment que tous les collaborateurs ne sont pas engagés dans la reconstruction. C'est pas forcément lié à une volonté de ne pas faire, ça peut être tout simplement lié à une courbe de deuil qui n'est pas encore à son terme. Et enfin, travailler la résilience. La résilience, c'est-à-dire la capacité de tous les membres de l'équipe à apprendre de cet échec et à repartir plus fort demain. Donc, c'est la co-construction des solutions, mais pas seulement. Et quand on parle de travailler la résilience, c'est aussi suivre cette reconstruction et s'assurer qu'elle a rendu l'équipe plus forte. Dans la gestion, vous verrez que j'ai une appréhension des dysfonctionnements qui peut paraître un peu dramatique ou extrême, parce que très souvent, ce que je constate, c'est que ces dysfonctionnements sont plutôt des situations d'échec, peuvent conduire à des explications au licenciement de certaines personnes dans l'équipe,
un redimensionnement de l'entreprise ou de l'équipe, et que donc on est dans des dysfonctionnements entre guillemets graves ou impactants. C'est la raison pour laquelle je parle de courbe de deuil ou d'échec. Et voilà pour le courage. La confiance. Les 5 dimensions les 5 forces du neuromanager. La confiance, elle est en 2 parties. Je vais évoquer la confiance en soi et la confiance dans les autres. La confiance en soi, le test des marshmallows, enfin des chamallows en français. J'ai malheureusement pas le temps de vous raconter cette histoire, mais en synthèse, la confiance en soi, elle se construit tout au long de la vie, et le fait de savoir maîtriser son rapport au plaisir permet d'augmenter la confiance en soi, la confiance en sa capacité à construire sur le long terme. On peut dire qu'il y a 3 dimensions dans cette notion de confiance en soi, qui sont assez curieusement la confiance en l'autre. Parce que pour avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en l'autre de manière presque aveugle, c'est-à-dire sans a priori de défiance. Il y a aussi la notion de confiance en ses propres capacités. J'ai confiance en moi parce que je suis capable de. Et puis la confiance en la vie, c'est-à-dire la croyance que la vie peut nous apporter des choses positives. Et vous savez que cette confiance en la vie, elle est étroitement liée à la notion de sérendipité ou d'hasard heureux. Plus on a confiance dans le fait que la vie va nous apporter de bonnes surprises, plus on provoque ces bonnes surprises. La confiance, par ailleurs, elle nous pousse à développer en acte les talents que nous avons en puissance, c'est-à-dire en potentialité. Husserl le dit, toute confiance en soi est confiance en soi accomplissant quelque chose. La confiance en soi, elle se cristallise, elle se solidifie par l'action. On la décrète pas. On n'est pas dans l'incantatoire, je vais avoir confiance en moi. La confiance en soi, c'est une croyance d'abord, mais elle est renforcée par le passage à l'acte. Il faut expérimenter, il faut agir pour faire grandir cette confiance en soi. Et puis cette confiance, elle nous permet d'accepter de faire face aux aléas avec sérénité. Elle est donc essentielle quand on est manager pour affronter les tourmentes. Et la confiance, c'est finalement, c'est les plans qu'on fait sur l'avenir. Donc les plans qu'on fait sur l'avenir, c'est un peu comme la stratégie ou les prévisions. Ça ne sert à rien, mais la planification en elle-même, elle est indispensable. Pourquoi elle est indispensable? Parce que c'est le phénomène de projection. Planifier ou prévoir nous permet de dessiner un futur possible ou un futur souhaitable. Et le fait il y a 2 phénomènes qui sont à l'œuvre. Il y a le phénomène de projection où on va s'imaginer dans un futur souhaitable, on va pouvoir se projeter et donc renforcer notre confiance en nous, notre confiance en l'avenir. Et puis aussi, on va de fait imaginer différents scénarios, différentes options qui nous permettront d'être plus forts ou mieux préparés en cas d'aléa. Plus fort et mieux préparé que si nous n'avions pas songé à l'avenir. Voilà pour la confiance en soi. Pour la confiance en l'autre, je vais juste me limiter à une seule idée qui est l'effet Pygmalion, que vous connaissez peut-être sans doute. D'abord, une évidence, c'est une clé managériale très puissante qui est mal utilisée. Pourquoi? J'entends beaucoup de dirigeants dire ma confiance, je l'accorde a priori et je la retire si elle était mal, si elle ne se confirmait pas dans les faits. Pour moi, la confiance, c'est pas tout à fait ça. C'est pas un blanc-seing. La confiance, c'est une graine que l'on sème et on va faire en sorte que cette confiance, elle se vérifie dans les faits, mais en accompagnant les gens. Elle n'est pas, c'est pas une caution que l'on met sur quelqu'un et que l'on va retirer à la première année. C'est plutôt une façon de lui dire j'ai confiance dans ce que tu peux faire et s'il y a des moments où tu réussis pas ou s'il y a à certains moments il y a des problèmes, je serai là pour t'accompagner et pour t'aider. Alors l'effet Pygmalion, je ne sais pas si vous connaissez, il a été testé de manière assez incroyable dans certaines écoles. Oubliez ce schéma, retenez simplement l'idée que quand vous avez confiance en quelqu'un, vous renforcez sa confiance en lui.
Et une fois que quelqu'un a confiance en lui, eh ben, il va décupler ses capacités, il va décupler sa puissance. En d'autres termes, quand vous faites confiance à quelqu'un, vous lui permettez d'être bien meilleur que si vous avez été méfiant à son égard. Donc, en tant que manager, la confiance en soi, c'est juste de faire son job, c'est-à-dire inciter l'équipe à être au meilleur d'elle-même et à donner le meilleur d'elle-même. Donc, pour ça, il faut ou il suffit de faire confiance aux gens. Et leur faire confiance, c'est pas juste leur dire vas-y, fais-le, je te fais confiance, c'est aussi les accompagner, c'est aussi les aider dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, parce que cette confiance, elle va renforcer la croyance qu'ils ont en eux-mêmes de leurs capacités, et de fait, elle va les rendre plus performants. Voilà pour la confiance. Est-ce que vous avez à ce stade des questions, des remarques? Toujours rien? Il n'y a rien dans le chat, Laurence, non? Bon. Je passe à la dernière dimension qui est la curiosité. Ça, c'est très important. La curiosité, c'est le fait de penser plutôt que savoir. C'est le fait d'explorer plutôt que de se baser sur nos certitudes. Et là, on retrouve notre notion de système 1, système 2. Donc, réfléchir, en d'autres termes, passer en système 2, en système analytique, plutôt que chercher dans notre base de données ce qui pourrait fournir une interprétation toute faite de la situation. Plutôt que de nous baser sur notre vision de la situation, posons des questions, observons, écoutons pour comprendre la situation plutôt que de la savoir a priori. Donc cette notion de découverte, de questionnement et d'observation, elle est essentielle pour être en système 2, c'est-à-dire pour être en analyse ouverte et véritablement en réflexion. Et ça, en situation managériale, c'est essentiel parce que qu'il s'agisse de mener une réunion, qu'il s'agisse de gérer un projet, qu'il s'agisse de relever un challenge, si on se base sur nos carcans, nos certitudes et nos a priori, on va faire fausse route. Donc, quelle que soit la situation managériale dans laquelle on est, il est très important de s'éloigner un peu de ces certitudes et de faire l'effort de regarder la situation avec un maximum d'objectivité et surtout de curiosité. Poser des questions, questionner. À mon sens, celui qui pose des questions, c'est celui qui a le pouvoir, parce que c'est celui qui va comprendre ensuite. Le pouvoir donc de comprendre et le pouvoir de réagir de façon adaptée et pertinente par rapport à la situation. Celui qui n'écoute pas va être certain de savoir a priori et va donc caler son comportement ou sa décision par rapport à ce qu'il a compris, enfin par rapport à ce qu'il a appréhendé la situation, sans passer par cette étape d'analyse, alors que celui qui questionne, ben, c'est celui qui a compris, c'est celui qui sait, c'est celui qui a observé et qui est capable de raisonner et de réfléchir en embrassant toutes les dimensions de la situation. Donc, pensez à écouter plutôt que de parler. Pour moi, manager, ça consiste pas à soumettre, mais ça consiste à guider. Alors, je suis un aparté, vous savez sans doute que le terme management, avant de venir de l'anglais, c'était un terme français qui signifiait tenir les rênes d'un cheval. Donc là, on vient du monde de l'équitation. Il y a d'ailleurs le terme manège qui est resté. Et l'idée, c'est de tenir les rênes d'un cheval. Et c'est pour ça que ça a été ensuite appliqué au management, parce que guider un cheval, c'est un peu comme gérer une entreprise. C'est-à-dire que c'est guidé. Mais si vous faites un peu d'équitation, vous connaissez un peu cette discipline, vous saurez qu'un cheval, on ne le soumet pas. On essaie de le convaincre, on écoute, on s'adapte au cheval pour le guider vers notre objectif. Donc pour moi, manager, c'est aussi ce parallèle de manière très vivante. C'est pas contraindre, c'est convaincre. C'est pas savoir, c'est comprendre. Un cheval, quand on le découvre, on comprend son caractère, on l'observe, on s'adapte à ce qu'il est en capacité de comprendre, de faire, et aussi par rapport à son caractère. Pour moi, le management, c'est la même chose. Apprendre à écouter et à observer pour comprendre. Poser des questions et écouter les réponses. Effectivement, je vois trop souvent des gens qui parlent et qui parfois posent des questions sans vraiment écouter les réponses, qui rebondissent sur la réponse sans vérifier que leur compréhension est bonne. Et ça, c'est vraiment un véritable atout, une vraie force du neuromanager, qu'est d'être dans cette écoute ouverte, cette écoute active, c'est-à-dire la découverte. Je ne sais pas, je comprends. Et effectivement, contrairement à une idée reçue, le pouvoir n'est pas
chez celui qui parle, mais chez celui qui écoute. En tout cas, c'est ma conviction. Voilà. Et pour terminer, si on revient sur notre matrice de départ, avec nos cinq forces et nos 2 dimensions, ma question c'est, bien sûr, il est impossible d'embrasser en même temps ces 5 dimensions. Ma question c'est plutôt, quelle est la dimension qui vous paraît la plus importante, ou pour vous la plus challengeante, ou pour vous la plus difficile à atteindre? En d'autres termes, de ce temps passé ensemble ce matin, qu'est-ce que vous allez retenir? Et là, moi, j'ai plutôt envie de vous laisser la parole. Je vais peut-être réactiver ma caméra pour recueillir vos réactions, vos impressions. Merci en tout cas déjà Laurence pour cet exposé passionnant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prises de notes, donc ils sont peut-être en train de finaliser, de digérer tout ce que tu nous as apporté comme contenu. Donc n'hésitez pas à ouvrir directement votre micro si vous voulez intervenir, interagir, répondre à la question de Laurence. On n'est pas très nombreux, on est une vingtaine, donc ça devrait pouvoir se faire sans cacophonie. Je vous laisse prendre la parole, ceux qui souhaitaient. Oui, bonjour. Un peu de place peut-être. Donc Alain Manuel, moi je suis dans le management d'équipe puisqu'on est une entreprise de 250 personnes et j'entends bien ce que vous dites et il y a bien beaucoup de choses que je vois au quotidien dans la mesure où en tant que chef d'entreprise, j'ai tendance à dire forcément je suis plus dans l'instinctif et dans le réactif et la difficulté par rapport à ce que vous avez dit et l'intégration que j'en ai, c'est le fait qu'on gère des gens qui ont des proportions de système 1, système 2 très, très différentes. Bon. Et les difficultés, elle n'est pas tellement dans comment je gère moi, mon système, mais comment je m'adapte à faire tourner ensemble des gens qui sont dans des, parce que vous appeliez des vitesses 1 et vitesse 2 différentes, quoi. L'engrenage ne tient pas longtemps s'il y a trop de vitesses différentes. Ouais, c'est ça. Merci Alain pour cette question. Ça rejoint un peu la question de Michel tout à l'heure sur que fait-on avec des gens qui sont trop système 1 ou trop système 2? Et vous avez raison, moi je l'ai constaté aussi. Il y a des gens qui ont tendance à être principalement, essentiellement en système 1, et c'est plutôt eux, dans l'exemple que vous donnez, c'est plutôt eux qui créent des difficultés, parce que comment les aider à passer dans la logique de la réflexion et de l'analyse. Et ça se fait dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'en réunion, vous pouvez les guider et les amener à passer en système 2. Au quotidien, quand on n'a pas un espace-temps qui est réservé, leur demander ou les inciter à passer immédiatement en système 2, c'est beaucoup plus compliqué. Malgré tout, leur poser des questions, les interroger sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils pourraient faire, ça va les obliger assez rapidement à passer en système 2 et ça peut être un bon moyen, de façon individuelle, de les obliger ou de les inciter à réfléchir. Pensez à l'un, à leur poser des questions sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, est-ce qu'ils pourraient le faire autrement, pourquoi est-ce qu'ils ont ces certitudes, ces pensées ou ces croyances limitantes. Posez des questions. Est-ce que vous pensez, Alain, que leur poser des questions et les obliger à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire autrement, ça peut les aider à passer en système 2? C'est assez amusant la façon dont vous avez répondu à la question parce que moi je la posais presque dans l'autre sens. C'est-à-dire trop de système 2? Ouais. Enfin, mais votre remarque est pertinente, vous voyez. Donc je l'entends en tant que tel, et c'est peut-être ça le plus remarquable de votre réponse, quoi. D'accord. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui sont trop en système 2, qui réfléchissent trop. Bah aussi, oui. Enfin, D'accord. non, trop. Vous voyez, vous jugez en disant trop. Pas trop, plus. D'accord. Non, mais j'ai cru que vous me disiez. Non, c'est les décalages. Voilà, je parle de décalage, peu importe le pardon. sens. Et vous l'avez entendu dans ce sens-là, voilà, ce qui était un sens. Et alors qu'il y en a deux, en fait. Bon. Et les deux sens sont compliqués, quoi. Voilà, oui. Enfin, les deux sens sont intéressants à travailler. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est que vous me renvoyez sur le fait que, oui, les deux sens sont à travailler. Moi, je l'entends dans l'autre sens.
D'accord. Ouais, votre problème, le problème que vous évoquez, c'est le décalage. Comment faire dialoguer des gens qui sont Oui, en bien sûr. situation C'est 1 ça et que je voulais glisser. donc effectivement, une des solutions, c'est de faire passer un maximum de gens en système 2. Avec la difficulté que quand on est trop en système 2, ben, on a du mal à décider parfois à passer Et voilà. à l'action. Ok, Ça, ça gère évidemment. merci. Merci Alain. On arrive doucement vers la fin. Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être 2 dans les 3 minutes qui nous restent. Et notamment sur la force qui vous semble la plus challengeante ou la plus évidente. Est-ce que quelqu'un veut partager? Moi, je vais bien m'exprimer. Pour moi, les plus faciles, c'est vraiment curiosité, courage et vision. Et en revanche, persévérance et confiance, moins évident. Je vois Valérie qui se marre. Voilà. Donc, je sais pas, je pense qu'on Pourquoi? a tous Ouais. voilà, on a tous nos forces et nos zones plus compliquées, peut-être. Ouais. Donc ça, c'est oui, éminemment individuel, ouais, c'est très personnel. Ouais. Après, la persévérance, c'est presque un outil, ça se pratique. La confiance, c'est parfois un peu plus compliqué. Les fondements sont un peu plus intimes. J'ai l'impression que la confiance, c'est un fondement de la persévérance ou quelque chose qui est nécessaire pour la persévérance. Oui, la confiance en soi. Ouais. Ouais, dans sa dimension individuelle, oui, et en même temps, la persévérance, elle alimente la confiance. Donc, on peut partir avec un petit niveau de confiance, et plus on va travailler, plus on sera dans la persévérance et la pratique réflexive, plus on va augmenter son propre niveau de confiance en soi. Donc, les deux s'alimentent. Merci Mais beaucoup. dans la confiance des autres, vous avez parlé de confiance dynamique quand même, c'est-à-dire de la confiance liée à un accompagnement. C'est pas de la confiance aveugle, quoi. Non, pour moi, non. Et ça, c'était très intéressant ce concept. Ouais. Parce que moi, j'entends trop souvent des gens qui disent « je fais confiance a priori ». Je sais pas ce que ça veut dire faire confiance a priori. Soit on fait confiance, on plante une graine et on l'arrose, c'est-à-dire on fait en sorte que tout ça évolue, soit c'est une fausse confiance. Parce que si vous me dites j'ai confiance en vous et puis à la première alerte je vais vous tirer ma confiance, ben, je considérerais que c'est pas vraiment de la confiance. Mais c'est très important ce que vous dites là. Ouais. Et c'est pas très clair dans la tête de tous, à mon avis. Je sais. Valérie? J'ai une question sur la confiance en soi. Et parfois, chez certains managers, faire le distinguo entre la confiance en soi et l'ego surdimensionné. En d'autres termes, l'excès de confiance en soi. Qui peut être une fausse, en fait, confiance en soi. On est bien d'accord. Dans une espèce de pensée d'auto-réalisatrice. Il peut être une fausse, que de l'ego, une fausse confiance en soi et qui nuit au management. Alors, l'excès de confiance en soi, quand il est affiché, quand il ressemble à de l'ego, c'est-à-dire qu'il consiste à écraser les autres ou à soumettre, ou à se mettre en avant, ça me fait toujours penser à un manque de confiance en soi. Parce que la confiance en soi, ça ressemble à de l'alignement. Ça incite donc les gens à être plutôt très sereins et à être plutôt coopératifs et tournés vers les autres. Un excès de confiance en soi qui consisterait, encore une fois, à soumettre, à écraser, pour moi, c'est pas de la confiance en soi, c'est une volonté presque, j'exagère, mais presque de nuire à l'autre. Et donc là, on n'est plus dans la confiance et dans l'alignement, on est plus serein vis-à-vis de soi puisqu'on essaie de pénétrer le territoire des autres. Et là, effectivement, c'est beaucoup moins favorable en termes management. Donc en fait, excuse-moi, donc en fait, Laurence, pour toi, cet affichage excessif de confiance en soi cache en fait un manque de confiance en soi. Enfin, ça vient. Ça vient. C'est un écran de fumée. Disons que moi,
j'ai quelques réticences à sauter aux conclusions. Disons que quand je rencontre ce type d'individu, je vais beaucoup observer, je vais poser beaucoup de questions pour comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que dans ma conception de la confiance en soi, il n'y a pas du tout cette notion de pénétrer, ce que j'appelle pénétrer le territoire de l'autre, c'est-à-dire essayer de nuire à l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que je fais quand je rencontre ce type de profil, c'est observer, comprendre et voir ce qui, dans cette attitude, dénote véritablement d'une sérénité intérieure ou au contraire dénote d'une fragilité intérieure qu'on essaie de cacher ou de surmonter par un affichage un peu racoleur. Voilà. Merci Valérie. Bien, merci Laurence, merci à tous. Je vois que nous sommes arrivés au terme de notre capsule. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation, pour les échanges. Et puis Laurence, encore un très grand merci pour cette présentation très riche, pour le temps que tu nous as consacré. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne fin de journée. Vous aurez le lien du replay, la présentation de Laurence. Certains l'ont demandé dans le chat. Et puis, on se retrouve mardi 28 février, même heure, même endroit, avec Victoria Pellet-Reimers sur les clés de discernement entre biais cognitif et intuition. Voilà, prenez bien soin de vous d'ici là. Passez une bonne fin de journée encore une fois. Bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.